garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Gol Volant, l'émission Sport et Société. Alors, si vous nous avez déjà écoutés lors de nos précédentes émissions, nos précédents matchs, comme on aime les appeler, vous êtes sûrement rendu compte que l'on fait la part belle à des sports déjà très présents médiatiquement. On en parle pour les critiquer, les questionner, prendre leur température, parfois même se demander s'ils sont bien portants. Mais aujourd'hui, merde, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on vous parle d'un sport moins connu, qui occupe moins de place dans l'espace médiatique et qui pourtant offre à ses pratiquants son lot d'émotions, de sensations, de liens sociaux, voire de compétition. Alors par contre, aujourd'hui, on vous parle de gens étranges. Quand la plupart des sportifs manient des sphères avec leurs mains, leurs raquettes, leurs pieds, eux préfèrent se lancer des sortes d'assiettes de pique-nique sur des terrains sans panier, sans filet, sans but. Quand beaucoup de ceux qui aiment courir aiment surtout le faire derrière une balle, un référentiel bondissant, comme aiment en parler les étudiants en STAPS, eux ont choisi d'aplatir le ballon. Alors que beaucoup d'entre nous utilisent dans leurs activités des globes, comme pour mieux maîtriser leur monde, leur planète, eux sont les platistes du sport. Considèrent-ils que la Terre est plate ? Gol Volant a mené l'enquête pour vous. Mais vous vous rendez compte, ils ont aplati le ballon ! Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à ceux qui lancent des couvercles de pots de peinture, des vinyles, des plats à gâteaux, des disques, des frisbees. On cause de l'Ultimate, anciennement l'Ultimate Frisbee, et voici l'équipe du jour. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Et aujourd'hui, dans Gol Volant, pour causer Ultimate, on a Simon en plateau. Salut Simon. Salut, bonjour à tous. Alors de quoi tu vas parler aujourd'hui, Simon ? Je vais parler d'arbitre. D'arbitre ? Ouais, et de toutes les questions qui y sont associées. Ok. On aura aussi Julien avec nous. Bonjour Julien. Salut. De quoi tu vas nous parler, toi, Julien ? J'ai été faire de l'Ultimate, moi aussi. Ça a l'air bien, ça a l'air de s'être bien passé. C'était super. À la technique, aujourd'hui avec nous, on a Benjamin. Bonjour. Tu causes pas, toi, aujourd'hui, Benjamin ? Non. Ah bah, toi aussi, je viens de le faire, là. Donc, Ah oui, tu m'as eu. Piégé. Et il y a aussi Mathieu qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Salut tout le monde. Et toi, Mathieu ? Moi, je vais juste vous proposer un petit conseil culturel. Ok, et donc ? Et aussi aujourd'hui, pour cette émission consacrée à l'Ultimate Frisbee, nous sommes justement en compagnie de deux pratiquants assidus. Bonjour à vous deux. Alors dites-moi tout, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Marion. Moi, je suis joueuse d'Ultimate à Radon, dans le club des UFO. Et toi ? Et moi, bonjour, je suis donc Rémi. Je suis joueur d'Ultimate chez les Mr Freeze au club de Rennes. D'ailleurs, justement, Rémi, j'ai cru comprendre que vous avez accueilli récemment 2 nouveaux joueurs un peu particuliers dans votre club. Ouais, on a eu le bonheur, on va mettre des guillemets, la chance d'accueillir deux de vos chroniqueurs, dont le chef d'orchestre. Voilà. Effectivement. On a découvert les affres d'un footeux sur un terrain d'Ultimate. On pourra en parler. Je vais d'ailleurs en parler. Du coup, ouais, Jérôme, il paraît que c'est l'objet de ta chronique. Exactement. Oui, parce que c'est bien beau de consacrer une émission à un sport méconnu comme l'Ultimate, mais la moindre des choses, c'est quand même d'aller l'essayer. Je m'en vais vous conter notre aventure. Alors, il faut, avant de vous narrer comment s'est passé cet entraînement auquel nous avons participé, que je vous explique comment on a décidé qui y allait. Parce que dans l'idée, tout le monde était hyper chaud quand on a décidé de faire une émission sur l'Ultimate. À part peut-être moi et Coco, on était pas ça. On avait presque l'impression qu'on allait monter une équipe. Mais quand on a calé la date le 10 janvier, alors qu'il était annoncé une température de 0 degré Celsius, ressenti moins 124, là, ça a commencé à se trouver des excuses. Oui, je peux pas car je vais chercher une caravane. Oui, j'ai une douleur à la cheville. Il y a même des chroniqueurs qui ont préféré quitter l'émission Gol Volant plutôt que d'aller skier le cul sur le terrain d'Ultimate.
Bon, qui y est allé ? Coco et moi. Le mercredi 10 janvier 2024, au terrain stabilisé de la Motte Brulon à Rennes. En fait, on est de l'autre côté. On tourne là-bas. On saute là. T'enregistres, ouais. Vas-y, saute là, j'enregistre. Là, je passe. Tu sous-entends que moi non? C'est trop con. Ouais, ça enregistre en fait. Bon, on constate tout de suite que l'atmosphère dans l'équipe d'envoyés spéciaux est assez spéciale. Alors pourquoi ? Avez-vous une idée de pourquoi il y avait cette tension entre Coco et moi ? Réponse audio. On a un peu le stress comme quand tu faisais la première activité quand on y avait un peu. C'est même pire que ça. Oui, on était comme deux biches effarouchées prises dans les feux d'une voiture. Et puis il a bien fallu qu'on arrive au bord du terrain. Et là, accueil de feu. Ils sont là! Jérôme, un autographe! Coco, je peux répondre à tes questions pertinentes et provocatrices à la fois? Les gars, on est trop fans, on a écouté tous les Golf-Volants depuis le début. Bon, c'était pas tout à fait ça. C'était plus tranquille, mais c'était très sympa. Et tout de suite, on s'est mis à interroger les gens qui étaient là. Inès Poirier. Inès, qu'est-ce que tu fais là par 0 degré? Je vais jouer au frisbee à l'Ultimate. Ok. Ça fait longtemps que tu fais ça? C'est ma première année. Ok. Et tu aimes ça? Oui. Visiblement. Oui. Ouais, ok. Là, t'as pas l'air hyper contente d'être là. Ouais. Il y a deux connards avec un micro. Et oui, parce qu'on est quand même un peu venu leur pourrir leur entraînement, ces gens-là. Alors oui, on était sur le créneau débutant du club rennais et très vite, on a rencontré Tom, l'entraîneur, le spécialiste des débutants, très sympa et très pédagogue. Vaut mieux mettre des crampons là-dessus? Là, t'as réglé les volumes et tout. Stabiliser, c'est mieux de mettre des crampons quand même, parce que sans crampons, tu vas glisser. Me péter la gueule. Voilà, c'est ça. Ça peut être cool s'il se pète la gueule aussi. ça peut faire des belles images. Ça peut faire partie du délire. Voilà, malgré l'accueil chaleureux, Coco ne se relaxe pas et continue de passer ses nerfs sur son camarade de reportage. Pourtant, tout se passait bien. Tom nous avait pris sous son aile, les gens nous avaient souri. On était très heureux de les rencontrer, c'est Mr Freeze. Oui, le club rennais d'Ultimate s'appelle les Mr Freeze. Pourquoi ? Mr Freeze, il s'appelle comme ça parce que, alors j'étais pas encore là, mais il jouait à l'époque dans un gymnase qui était glacé et il voulait faire un petit jeu de mots avec frisbee et puis la glace glacée. Quoi. C'est pas mal, c'est ça, on comprend bien l'esprit. Voilà. Tu jouais où avant? Alors avant, je jouais au Mans, chez les Manchots. Mais dans le même domaine, on reste sur la banquise. Quoi. Il y a une sorte de spécialité du jeu de mots un peu quand même. Un peu, les salons de coiffure, non? Ouais, c'est un peu ça. Alors apparemment on est tombé sur le repère des spécialistes en calembour, les maîtres du jeu de mots, les pros de la turlupinade, enfin surtout les as du frisbee. Pendant que Coco causait compétition, règlement et mixité avec Tom, j'observais les premiers mouvements des joueurs et joueuses du soir. Là les gens sont en train de lancer des frisbees, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a plus de lancers vers l'intérieur que vers l'extérieur dans ce que je vois. Tu parles des courbes ou tu parles... Alors, attends, je finis. En gros, il y a deux lancers principaux. Il y a le revers et le side. Ouais. Et le coup droit. Donc le revers, c'est le coup classique qu'on voit sur les plages. Le plus, ouais, voilà, c'est ça que ceux qui connaissent pas ils font. Ouais. Et il y a le coup droit, donc c'est voilà, on prend le disque. C'est une prise qui paraît pas naturelle au début, mais pour ceux qui ceux qui sont habitués en fait, c'est beaucoup plus naturel. Et là, on n'a pas encore couru, pas encore touché un frisbee. Déjà, je sens que je vais être en galère techniquement. Le slide, le coup droit, je sens que ça va être une galère. Donc Tom, ou Tommy pour les intimes, continue ses explications et nous fait la démo. Donc on est sur le côté, coup de plié, poignet cassé, et là tu peux venir donner un coup. Putain, il l'envoie super. Alors, là c'est pas radiophonique, mais le truc est parti hyper loin. Et attends, faut que je fasse pareil. Et là j'ai dû faire 40 mètres, tu vois, et en vrai... on peut l'envoyer beaucoup plus loin. Ouais, mais on voit que t'as pas trop forcé. Je propose que Corentin essaye pour part. J'ai pas assez bien écouté. Donc tu m'as dit revolver, là, le coude contre le corps. Tu regardes face à la personne, coup de plié, poignet cassé, et tu vas venir. Attends, coup de plié, poignet cassé. Ouais. Ça va passer. C'est nul. Et on est sur une douzaine de mètres. Tu vois comme ça. Il faut que tu l'envoies à plat. Bon, c'était à froid. C'est le premier frisbee qu'il touchait. À ce moment-là, on n'est pas encore sûr qu'il va être nul. Vraiment. Allez, échauffement, go. Et du coup, l'échauffement, vous allez vous mettre par 2, 3 maximum, et ça part sur des gammes parapluies. Ok? Oui, directement gamme parapluie, forcément. Évidemment. Non, en vrai, on a pu demander à des gens avec nous de nous expliquer.
Mais ça devait être chiant pour eux, parce que Tom, c'est son rôle. Mais eux, ils sont venus pour jouer, ils se retrouvent à expliquer aux deux cons. C'est comme si t'étais au resto à tabler, t'attends le serveur, puis il y a le mec de la table d'à côté qui te fait « Hey, psst, c'est quoi le marbré de poireau? Glace moutarde à l'ancienne ?» Alors je connais mon Coco, l'échauffement c'est pas son truc. Mais là, il fait 0 degré, c'est important. Il en est où après l'échauffement? Il a pas l'air d'aller bien. Bon, ça va pas fort. Et surtout, je trouve qu'il prend un petit coup de vieux et qu'il sort des phrases qu'un grand-père dirait lors d'un concours de pêche. Comment? Il n'y a que des passionnés là. Allez, il a un coup de moins bien, mais ça va peut-être aller mieux avec la suite. Exo suivant. Bah, ça va être le carré suisse. Normalement, je crois que tout le monde l'a vu quasiment, sauf les nouveaux. Bon, bah, on va encore devoir s'appuyer sur nos partenaires. C'est juste un exercice pour apprendre à faire des passes rapides. Okay. Sans faire tomber le disque. C'est pour ça qu'on a grandi. Au début, on fait des passes très courtes et après, on a grandi de plus en plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, si on réussit bien nos passes, on a le droit d'agrandir le carré. Ok. On va pas faire chier les mêmes gens pendant tout le temps. Bon, là, ouais, on a décidé de varier un peu les plaisirs. Ton prénom, c'est Guillaume. Guillaume. Ça fait longtemps que tu fais de l'Ultimate? J'en avais fait en Allemagne avant, mais ici c'est la première année. Ok. T'as repris en septembre là? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, l'idée c'est de faire de la compétition peut-être plus tard? Oui, enfin là pour l'instant, j'en fais surtout pour m'amuser et pour faire du sport. Ouais. Voilà. Et au niveau de l'amusement, le contrat est pas mal rempli? Le contrat est rempli, ouais. Ouais, ok. Ouais. Très sympa. Puis on a causé ensuite avec Rémi, qui est en plateau aujourd'hui avec nous et qui était présent aussi ce jour-là à l'entraînement, débutant, alors qu'il n'est pas débutant. Alors qu'est-ce qu'il foutait là? Aider à coacher, parce que du coup sur l'entraînement débutant, il y a Tommy qui gère, et ce qu'on demande c'est qu'à chaque fois, il y a toutes les semaines une personne de l'équipe 1 qui vienne l'aider à coacher. Bon, ça commence à devenir suspect au sport. Hein. Les gens sont très sympas, ils expliquent les exos. Là, il y a un gars qui vient filer un coup de main. Nous, on était un peu décontenancés, quoi, je vous le cache pas. Alors on a commencé à introduire un peu de vice lorsque les matchs ont commencé. Est-ce que je peux être contre lui? Ouais, Est-ce que je peux être face à lui? Ah, c'est pas un sport de contact. Ouais, non, c'est ça, on n'est pas censé se... En théorie, zéro. Alors moi je voulais jouer contre Coco et lui rentrer dedans. Alors on nous a mis dans 2 équipes différentes. Imagine aussi les 2 dans la même équipe, les pauvres. Et les matchs allaient commencer. Mais en fait, l'Ultimate est un sport très tactique. Et JM a très aimablement essayé de me briefer. Donc moi, en tant que défenseur, je vais mettre là aussi. Je vais mettre dans l'ouvert pour bloquer la passe. On ira intercepter. Capitio? Comment? Capitio? Non, moi j'écoute, je... C'est pas Ils sont où les limites du terrain là? On a 2 terrains dans la longueur. Ok. Donc on a 2 zones. Ah oui, ok, je vois. T'as une zone là et t'as une autre zone là par les 4 pots jaunes. Ouais. Et donc le but c'est de rattraper le disque dans une zone par une passe. On s'est quand même renseigné avant de venir. Alors lui, il essaye de me briefer sur des tactiques défensives, alors que perso, j'en étais à voir les limites du terrain. Dès lors, je ne pouvais prendre qu'une seule décision. Bah, je vais commencer sur le bord au début. Comme tu veux, je vous regarde. Puis tu nous diras tes appréhensions. Ouais, c'est ça. Vous l'avez entendu, le petit... Ça, c'est mon tic quand je commence à stresser. Bon, en vrai, on a pu participer au match et c'était pas si mal. Hein. Toi, t'as fait marquer un point. Ouais, mais je l'ai pas marqué. Bon, Coco commençait à redevenir sympa et encourageant. Alors ensuite, on a posé le micro pour pouvoir participer dignement, enfin on espère, à l'entraînement. On a beaucoup matché, toujours très aidés par nos partenaires d'équipe, mais aussi nos adversaires du soir. Conscients de nos limites, mais soucieux de progresser, on s'est renseigné sur ce qu'il fallait qu'on travaille. Qu'est-ce qui nous manque? C'est une histoire de placement, de déplacement tout simplement. Ouais, ok. Bien libérer les espaces et voir les appels qui sont faits par les collègues. Ouais. Ne pas encombrer les espaces et ensuite faire l'appel quand c'est à son temps de faire l'appel en fait. Ouais, moi je pense que c'est une histoire de timing surtout. Il y a une histoire de technique aussi quand même, pas mal. Il y a la technique pour lancer, la technique pour se démarquer de son joueur aussi. Et un peu de physique, un peu de cardio derrière. Bon, ça fait du boulot tout ça si on veut progresser. Vous étiez encombrant du coup. C'est marrant. Sûrement un peu. Alors notre petit ressenti à la fin de l'entraînement. Alors Coco? Moi j'étais perdu. Ouais, tout du long j'étais perdu. Bon allez, merde, il y a eu des réussites quand même. Et
J'ai réussi à attraper 2-3 frisbees à un moment. Ouais. Mais, à un moment. Je crois qu'il a voulu m'embêter. Il m'a dit vas-y, bah, si tu veux, tu peux essayer le handling. Et alors là, j'ai plus rien qu'à dire. C'est toi qui lançais le frisbee quand tu as trouvé leur terre ? Ah, moi, ça, j'ai pas osé faire ça. Je sais pas si j'avais chaud ou pas. J'ai dit... Bon, en vrai, on a kiffé l'ambiance, Tom et Rémi qui nous ont super bien accueillis, puis ce sport avec ses spécificités tactiques et techniques. Même c'est pas pareil, enfin, défendre, ça veut dire qu'il faut être entre le lanceur de frisbee et son attaquant quasiment. Enfin, je sais pas, moi, bah, c'est ce que je croyais, mais je crois que ça marche pas à chaque coup. T'es jamais dans le bon timing, quoi. Bon, on n'a pas fini de gamberger à comment progresser. Bon, après avec Coco, on est les compétiteurs et on a très envie d'être très bon tout de suite. Enfin, bon, enfin, correct, enfin, passable déjà. Vous pouvez aussi décider, et on vous le conseille d'ailleurs, de rejoindre les Mr Freeze sur le créneau débutant du mercredi soir, 20h, au terrain de la Motte Brulon à Rennes. Et prendre votre temps pour progresser, vous y trouverez de bons conseils et une atmosphère propice à s'améliorer tranquillement, mais sûrement. If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here? There were never any good old days. They are today, they are tomorrow. It's a stupid thing we say, cursing tomorrow with sorrow. No! Well, we stand here in a row, looking like a bunch of heroes. I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Ah! C'était Gogol Bordello qui chantait Ultimate. Ultimate, c'est le thème de notre émission du jour. Ça tombe bien, ça. C'est hyper bien foutu comme émission, c'est incroyable. Bien, on va parler avec nos deux invités, nos deux pratiquants de l'Ultimate, aujourd'hui avec nous en plateau. Donc Rémi et Marion, déjà, est-ce qu'il y en a un qui peut nous expliquer les règles de l'Ultimate ? Ou alors vous faites ça à deux voix. Il a toujours pas compris. Okay. Toujours pas. Non. Je me lance. Du coup, l'Ultimate, grosso modo, on a un terrain qui ressemble à un terrain de rugby. Okay. Il n'y a pas de poteau. On a les deux zones d'embut au bout et une zone centrale
Le but, c'est de se faire des passes. Pas le droit de courir ou de se déplacer quand on a le frisbee en main. Et on marque un point quand on attrape le frisbee dans la zone. Voilà, grosso modo. C'est pas mal tout ça expliqué, sans tout contact et sans arbitre. Est-ce que Marion, tu veux compléter parce que vous faites pas partie du même club, on le rappelle quand même, donc peut-être t'es pas tout à fait d'accord. On a à peu près les mêmes règles. Quand même. Vous êtes quand même d'accord sur les règles. On joue au même sport. Alors, on se posait un peu la question. Moi, j'ai cherché un petit peu sur Internet pour les résultats d'éventuellement des championnats nationaux et tout ça. J'ai pas trouvé facilement les informations. C'est quoi un peu je sais pas, déjà en Bretagne, est-ce que vous savez combien il y a de clubs à peu près ou... Une douzaine de clubs, je dirais. Et en Bretagne, il y a 2 divisions. Il y a la régionale 1 et la régionale 2. Okay. Et après, on passe en national. Il n'y a pas plus de divisions. Du coup, c'est ça. Il y a 3 divisions nationales. Donc N1, N2, N3. Et après, on passe aux divisions régionales. Ça dépend des régions. Bretagne, voilà. 2 divisions, c'est pas mal. Ouais, en fonction du volume de clubs qu'il y a, quoi. Ouais, exactement. Oui, Mathieu. Et du coup, c'est quoi un peu l'origine du sport ? Enfin, ça vient d'où ? La légende. Vous connaissez la légende de la... C'est quoi ? C'est une... Comment dire ? Une pâtisserie ? Alors, je l'ai dit dans l'édito. Des plats à tarte ? Des plats à gâteau, j'ai vu ça, moi. C'est ça, Mathieu, que tu voulais nous amener là-dessus ? Non, moi, je voulais savoir si ça venait plutôt d'étudiants aux États-Unis. J'avais cru entendre ça. Ouais, c'est ça. C'est du coup voilà l'origine qui est les plats que s'envoyaient les différents cuisiniers dans une usine, dans une pâtisserie. Et après, je crois que c'est ça. C'est devenu un sport aux États-Unis. Je ne sais pas quelles sont les raisons qu'ils ont amené à créer ce sport, mais ça vient des États-Unis en tout cas. Ils ont commencé par se lancer des plats et puis après ça. Ils ont trouvé ça fun. Ouais, plusieurs décennies plus tard, on a un sport, c'est quand même pas mal. C'est des Américains. Exactement. Excusez-moi, mais vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de se déplacer quand on avait le frisbee dans les mains, mais il me semble bien avoir vu sur Internet des joueurs réceptionner le frisbee et faire quelques pas quand même. Alors du coup, c'est le temps de s'arrêter. Il y a un peu de souplesse là-dessus quand même. Et tu peux t'arrêter combien de temps, du coup, une fois que tu as reçu le frisbee ? 2-3 pas, quoi, à peu près. T'as 2-3 pas, et après, la règle, c'est que t'as l'adversaire qui va venir défendre sur toi, qui va compter, t'as 10 secondes. Si au bout de 10 secondes, tu relâches pas le disque, et tu perds le disque. Oui, alors ça, pour l'avoir expérimenté, ça met un gros coup de pression. Oui, 10, début, 9, 2, en te regardant dans les yeux. Oui, il y en a qui sont très très menaçants. Très sympas, mais très menaçants. Puis il y en a qui comptent fort pour te mettre la pression, il y en a qui comptent pas fort pour te mettre la pression. Oui, exactement. Moi, j'ai essayé de compter, et j'ai réussi à me perdre en comptant de 1 jusqu'à 10, parce que j'étais en train de bouger en même temps, je ne savais plus comment faire. À titre personnel, alors moi je me demandais un peu comment est-ce qu'on arrive à l'Ultimate. Je sais pas quels sont vos parcours à tous les deux qui vous ont amené à l'Ultimate. Marion. Et ben moi je viens du tennis de table, donc rien à voir. Suite logique, on se lançait des raquettes. C'est ça. Et après j'ai voulu tester d'autres sports. J'ai commencé par le roller derby, je me suis fait un genou, donc j'ai arrêté. Et j'ai voulu tester, j'aimais bien les nouveaux sports. Ouais. Et c'est bien parce que c'est un sport collectif dans lequel on peut arriver en étant nul. Oui. C'est pas comme le hand où on a l'impression qu'il faut être déjà un peu bon. Là, on a le droit à 25 ans d'arriver et de ne pas savoir lancer un frisbee, quoi. Oui, il n'y a pas ce côté sport pratiqué par de nombreuses personnes où il y a des experts et très vite on peut se sentir en décalage. Ouais. Là, on peut arriver avec... le novice est bien accepté, quoi. Le novice est accepté. Très bien accepté. Bah, la preuve, ils ont été sympas. Si vous acceptez vous deux, c'est ça. On a accepté 2. Le deal, c'était que vous veniez qu'une seule fois. Oui, voilà, par contre, ils nous ont bien dit de ne pas revenir. Voilà, Rémi, toi, c'était quoi ton parcours sportif avant, peut-être Eh ben, moi, j'ai toujours fait des sports co. Donc voilà, du foot petit comme beaucoup de garçons, après du volley, du basket. Et exactement ce que disait Marion, vers 25 ans, j'avais eu envie de changer un peu. Ouais. Et c'était vraiment un pur hasard. J'ai vu des gens jouer comme ça en mangeant à midi. Okay. J'ai trouvé ça cool, je me suis renseigné et je m'y suis mis. Et depuis, jouaient avec leurs assiettes. Et eux, ils pique-niquaient pas. Mais oui. Ok, est-ce que, je ne sais pas si aussi dans vos parcours, le fait que ce soit mixte, est-ce que ça fait partie aussi, peut-être toi Marion, des motivations? Non. Oui, ouais, je sais pas, je trouve que l'ambiance du coup est sympa, quoi. Ouais. Puis c'est un défi quand t'es une fille et que tu te retrouves face à un garçon, t'es vraiment en mode warrior. Alors, justement, on parlait des compétitions là, juste. Il y a plusieurs types de compétitions, j'ai cru voir. Il y a en intérieur, en extérieur. C'est ça. Du coup, nous, on a grosso modo 3 surfaces. Ouais. Donc, on a c'est un peu l'analogie du foot. On a l'extérieur sur herbe. On a en salle comme le futsal et on a sur sable comme on pourrait faire du beach soccer. Okay. Et en fait, quand tu t'inscris à l'Ultimate, tu as le droit de participer à tous les championnats, à tous les types de compétitions. Tu te spécialises pas forcément, c'est que tu... En tout cas, tu as accès. Ouais. Voilà, c'est la même fédération, c'est la même... chaque club peut inscrire des équipes sur les championnats qu'il a envie.
Je reviens très vite, rapidement sur la mixité. Il y a des règles vis-à-vis de ça ou c'est un peu... Il y a un championnat mixte où là, il y a des règles. Il faut qu'il y ait au minimum 3 filles sur le terrain. Sur 7 joueurs, c'est ça ? Ouais, ok. Voilà. Donc pour compléter, c'est pas au minimum, c'est exactement 3 filles, 4 garçons ou 3 garçons, 4 filles. Oui. C'est pas au minimum, c'est juste vraiment mixte. Ouais, c'est vraiment une sorte de parité qui doit forcément être retrouvée. Parité forcée, ouais. Il y a des équipes féminines ? Oui, il y a un championnat féminin aussi. Et il y a un championnat masculin ? Alors, la particularité, ça s'appelle Open. C'est-à-dire que les filles sont acceptées aussi. Oui. En général, ça permet aux clubs qui n'auraient pas forcément des équipes complètes ou qui ne pourraient pas faire jouer leurs filles. Dans la division régionale, il y a pas mal de filles qui jouent dans les équipes Open. Ok. Voilà, ça permet de faire jouer tout le monde. D'accord, ok. Merci déjà pour ces premiers éclaircissements. On va enchaîner avec un petit hors-jeu de Mathieu. Hors-jeu, le but est refusé. Non mais comment il peut siffler hors-jeu ? Alors oui, un hors-jeu peut-être, mais qui fait référence à notre dernier épisode de Goal Volant, dans lequel je m'offusquais à juste titre d'un problème récurrent chez nous, souvenez-vous. Car oui, il faut bien le reconnaître, dans Goal Volant, on parle tout le temps de foot. Et cela même quand le thème de l'émission ne s'y prête pas forcément. C'est donc avec plaisir que dans l'émission d'aujourd'hui consacrée entièrement à un autre sport que le foot, j'avais envie d'être le premier à rompre la promesse qu'on s'était faite en ce début d'année. Bah oui, voilà. Je me fais le porte-parole de toute l'équipe pour vous promettre qu'on ne parlera plus une seule seconde de foot pendant toute cette année 2024. Pareil tenu, les gars ? Non. Je vais donc revenir aux fondamentaux et parler du seul vrai sport qui soit, celui de ceux qui pensent que la Terre est ronde, le football. Et je voulais aujourd'hui rendre hommage pour son 20e épisode au magnifique nom de notre podcast. Goal volant. Goal volant, souvenez-vous, c'est le nom donné à cette règle spécifique des cours de récré, cette règle qui permet aux gardiens de but de justement pouvoir sortir de leur but et de ne pas rester scotchés à leur ligne durant tout le match à se cailler les miches. Règle à l'origine de phrases tellement entendues comme « Je veux bien être gardien seulement s'il y a goal volant » quand personne ne voulait jouer gardien, ou les « Non, on n'avait dit pas goal volant » quand le gardien adverse a commis le grave impair de sortir de ses buts. Alors aujourd'hui, je voulais rendre plus spécifiquement hommage à un vrai goal volant, un joueur professionnel à qui on a attribué ce surnom. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Non. Non ? Alors non, c'est pas Manuel Neuer non plus, même si la presse l'a affublé de ce surnom lors de la Coupe du Monde 2014. Neuer, vous le savez, c'est probablement l'un des meilleurs gardiens de but au monde, celui du Bayern Munich de la Mannschaft. Dans un match épique contre l'Algérie, il s'est tout simplement approprié l'expression goal volant. Il a passé tout son match à sortir de sa surface pour devancer les attaquants algériens, et il a ainsi touché 59 ballons, dont 21 en dehors de sa surface, ce qui est totalement rarissime pour un gardien de but. À tel point que le lendemain, Andreas Köpke, l'entraîneur des gardiens de la sélection allemande, a déclaré « J'ai rarement vu un meilleur libéro, peut-être même meilleur que Franz Beckenbauer ». Mais donc non, ce n'est pas de Neuer dont je voulais parler aujourd'hui, mais d'un autre vrai goal volant, et un Français s'il vous plaît. Non. Alors Jérôme, toi qui es notre encyclopédie vivante du foot, est-ce que le nom de René Vignal te dit quelque chose ? Non. Non ? Mais non, désolé. René Vignal, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un gardien de but célèbre des années 50. Il signe son premier contrat pro en 44 au TFC, à 18 ans, puis rejoint en 47 le Racing Club de France, l'un des meilleurs clubs de l'époque. Et en 49, il remporte avec ce club le seul titre de sa carrière, la Coupe de France. Forcément, il est très remarqué, et donc René rejoint l'équipe de France. Et là, magie. Le 27 avril 49, lors de sa deuxième sélection, il arrête de façon totalement improbable un pénalty face à l'Écosse, et même si les Bleus perdent le match, René Vignal gagne son surnom qui va le poursuivre toute sa vie, le Français volant. Notre Thierry Roland national, qui a été dans sa jeunesse ramasseur de balles de certains matchs du Racing derrière les buts de Vignal, le décrivait comme un artiste hors pair, avec sa dégaine impossible, ses bacchantes et son style Superman de gardien volant. Alors c'est pas sa dégaine, mais bien son talent de haut vol qui lui vaudra 17 sélections en équipe de France, mais surtout de nombreuses blessures. Et cela jusqu'à la blessure de trop. En 1954, au cours d'un match entre le Racing et le Stade français, il se blesse grièvement. Pété ? C'est pété ? Ça me déchire. Hein ? Ça pété ? C'est pété ? Fabuleuse scène entre Fabien Barthez et Christophe Dugarry dans Les Yeux dans les Bleus, évidemment. Ah, c'est terrible la blessure, hein. Ça vous plombe une carrière, une blessure. Tu croyais pas si bien dire, Benjamin. Ouais, ça peut briser des carrières, une blessure. À seulement 28 ans, Vignal doit arrêter sa carrière pro et surtout renoncer à son rêve de Coupe du Monde qui approche. Et alors, comme c'était souvent d'usage chez les anciens sportifs, René retourne dans sa ville natale et il y ouvre un bar. Il essaye quand même de remettre les crampons pour la S Béziers, le club de sa jeunesse, mais rien n'y fait.
la magie n'opère plus et Vignal déchausse définitivement ses crampons. Il retourne servir les ballons dans les bars, puis il se met à en consommer beaucoup. Le sport m'avait beaucoup donné, mais aussi il m'a pris beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'âge de 27-28 ans, lorsque j'étais au sommet de ma gloire sportive, il m'est arrivé des pépins familiaux lorsque j'ai divorcé. Et puis après, j'ai été blessé, et c'est là que tout est parti, quoi. Et alors, comme j'avais un peu d'argent, j'ai commencé à fréquenter les bars, et ça a été l'escalade. Ça a été l'escalade, puis la descente aux enfers, jusqu'au jour où... Vous écoutez France Inter et il est 19h. Interactualité, Jean-Claude Turgeman. Un grand procès qui commence, le procès de la bande à Vignal, s'est ouvert ce matin à Toulouse. Au banc des accusés, René Vignal, celui que l'on a appelé le gardien volant de l'équipe de France de football pendant les années 50. René Vignal est impliqué dans une cinquantaine d'affaires, 27 vols qualifiés commis à Toulouse, Bordeaux et Brive entre le mois de juin 1969 et mai 1970. René Vignal a déclaré que c'était l'esprit sportif qu'il avait perdu. Eh oui, notre René avait perdu l'esprit sportif. Et l'ancien goal volant est malgré tout redevenu goal volant ou goal voleur. Mais Vignal n'était pas aussi doué pour disparaître que pour s'envoler devant ses cages. Et en 71, après 27 braquages commis avec sa bande baptisée le gang des pères de famille, il est condamné à 15 ans de prison. Je vous épargnerai la liste de jeux de mots qu'on pourrait faire, du genre « l'ancien gardien est mis en cage ». Il retrouve d'autres gardiens. Épargne-nous, s'il te plaît. Il ne peut plus jouer qu'à la balle aux prisonniers. Même si je trouve plutôt troublant tous ces parallèles qu'on peut faire entre le champ lexical du gardien de but et celui de la prison. D'ailleurs, si quelqu'un veut écrire une thèse sur le sujet, ça m'intéresse. Bon bref, en 78, René Vignal est remis en liberté conditionnelle. Dans sa prison, René Vignal, vous le voyez ici, entraînait l'équipe de foot des détenus. Ces images, il va essayer de les oublier. Il a retrouvé la liberté aujourd'hui à 7h, dans le matin gris et pluvieux de la Haute-Garonne. René Vignal, ce n'était pas un détenu comme les autres. Et s'il faut bien rappeler aujourd'hui ce qui l'a conduit en cellule, on ne peut oublier l'idole qu'il était pour des millions de Français passionnés de football. Le sport lui a tout pris, comme il disait, mais Vignal expliquera aussi que paradoxalement, c'est le sport qui l'aura sauvé en prison. Tout ceci est à découvrir dans son autobiographie, qui porte d'ailleurs le même nom que cette rubrique de notre émission, Hors-jeu. René Vignal s'est éteint en 2016 à 90 ans, la fin d'une longue vie digne d'un roman, celui d'un champion gangster repenti qui n'aura jamais aussi bien porté le beau nom de... Goal Volant, l'émission Sport et Société de Syllab en balado-diffusion sur toutes vos plateformes préférées. Merci Mathieu pour cette remontée jusqu'aux origines du nom de l'émission Goal Volant. Bien, eh ben on va enchaîner tout de suite avec une chronique de Simon qui voulait s'intéresser à un paramètre essentiel du sport. Tout à fait, c'est-à-dire... Bonjour à tous. Alors, changement de méthode. Changement de méthode, tel un président en quête d'un second souffle pour son mandat, je change radicalement de méthode. Après avoir expérimenté l'écriture d'une chronique 5 mois avant l'émission, puis d'avoir attendu patiemment qu'une émission avec un thème approprié à la dite chronique soit organisée, j'ai choisi cette fois-ci l'écriture ramassée sur 48 heures au plus proche de l'émission. Oui, bon, hier et avant-hier, quoi. Alors voilà, je vais vous parler de quelques instants de l'arbitre, ou de son absence, et des questions qui y sont liées. Imaginer un sport sans arbitre, c'est se confronter à une société sans arbitre, sans personne tierce pour régler ses désaccords ou les écarts de point de vue. Cela peut paraître complètement improbable dans certaines situations, de justice notamment. On imagine mal en effet un conflit autour de la garde d'enfants sans juge des affaires familiales, ou un licenciement abusif sans prud'homme. Pourquoi avons-nous tant besoin d'arbitres dans le sport ? Pourquoi est-ce si important ? Si ancré tout du moins dans nos pratiques sportives ? La plupart des articles de presse que j'ai parcourus reviennent souvent sur une formule, déclinée dans la communication de différentes fédérations, comme le handball ou le basket, pour ne citer qu'elle. Cette formule, c'est « sans arbitre, pas de sport ». Allons donc. Mon hypothèse de départ était assez primaire. Nous sommes toutes et tous mauvais et individualistes, guidés par notre ego, portés par nos émotions et notre envie de gagner. Lorsqu'on pratique intensément son sport, quel qu'il soit, nous ne pouvons gérer de façon optimale nos émotions. L'envie de performer, l'enjeu de réussite sociale et personnelle, le besoin de valider sa pratique par une certaine domination de l'autre, de l'adversaire, nous amènerait à transgresser les règles et de fait à avoir besoin d'une personne tierce pour nous aider à prendre du recul, pour contenir en quelque sorte, et garantir ainsi la pratique du sport en toutes circonstances.
En fait, c'est comme en politique. J'ai repris le bon vieux clivage gauche-droite. On serait naturellement tous de droite, mauvais et égoïstes, à agir comme des bêtes dans notre propre intérêt. Et on aurait besoin de s'éduquer, de se conscientiser pour faire ressurgir en nous la bienveillance, l'altruisme et la soif de justice. Hein? D'où Macron. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, être de gauche, ça s'apprend, ça se construit, ça s'entretient. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Et j'ai compris au travers de mes rapides lectures que l'arbitre était un rôle bien plus varié et sa critique bien plus complexe. Alors déjà, selon le sport pratiqué, l'arbitre intervient ou non sur l'action sportive en elle-même, et ça change déjà tout. Entre les activités mesurées et chronométrées comme l'athlétisme, les épreuves où la part d'interprétation est importante et qui donne parfois un rôle considérable à l'appréciation des juges, comme par exemple le patinage artistique, et enfin, entre ces deux-là, la plupart des sports collectifs sensibles à une certaine forme d'injustice pouvant provenir de décisions arbitrales, la donne n'est évidemment pas la même. L'arbitre est une tierce personne, neutre, mais soumise à des attentes extrêmement exigeantes de la part de tous les autres acteurs. Or, l'arbitre décide, fait des choix, et s'il est question de choix, c'est bien qu'il existe différents choix possibles entre lesquels il va devoir trancher. Les attentes des différents acteurs se trouvent ainsi parfois déçues, et l'arbitre considéré responsable de cette déception, sans avoir nécessairement commis la moindre erreur. Autre élément renforçant peut-être ce besoin de neutralité, une étude révèle qu'au cours d'un match national de handball, 70% des infractions au règlement ne sont pas sanctionnées. Détectées ou pas, mais pas sanctionnées. Eh ouais. L'arbitre ne semble donc pas appliquer strictement le règlement, mais l'interprète. C'est énorme, 70%. Finalement, assumer avoir besoin d'un arbitre, c'est accepter qu'on ne peut pas compter que sur soi et qu'il est nécessaire d'attribuer à une personne tierce cette mission de partialité. Ce qui fait le lien avec l'Ultimate, c'est finalement la répartition des rôles et des responsabilités entre les acteurs d'un sport. On n'a pas la même philosophie, mais on a le même maillot? Non? Ça passe, ça? Je sais pas. Bon, alors est-ce que l'Ultimate résistera à une hyper-médiatisation, je vais y arriver, à la montée des enjeux financiers, à une éventuelle évolution olympique du sport? Bonne question, me direz-vous. Je termine cette chronique, déjà, par un petit clin d'œil ému qu'il m'était impossible de ne pas faire en traitant de ce sujet. Il y a 20 ans de cela, mon petit frère, alors pas encore adulte, et dont la scolarité était aussi décousue que son rapport à l'autorité et aux règles en général, mon petit frère était un homme en noir tous les dimanches lors de matchs de football de niveau régional. Et sacrément bon, le frangin. Alors le voir évoluer, sûr de lui, juste comme il faut, et l'entendre sermonner des gamins de 14 ans en mode « c'est la dernière fois !» ça avait, je dois reconnaître une certaine saveur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Simon d'avoir réinterrogé tout ça, l'arbitrage. On va d'ailleurs en reparler tout de suite après, parce que dans l'Ultimate, il y a effectivement une petite particularité. Oui, quand même. Ouais, on va faire une petite pause musicale avant d'aborder tout ça. Est-ce que vous aimez la marmelade, Fanny et Marion? Beaucoup. Oui. Pourquoi pas? Ouais. Bah, c'est important alors qu'on écoute la chanson qui vient, Thierry Larose, qui nous apprend que la vie, ce n'est pas que frisbee et marmelade. Croisé au détour d'une de ces apocalypses personnelles, n'auront passé que quelques jours avant qu'elles ne se poursuivent de plus belle. Mais tu sais, comme moi, que je t'aime, et je n'ai qu'une chose à te dire. Laisse pas tomber. Tu sais qui tu es, comme tu es fragile. Ne te laisse pas tomber. Vie et mort d'un mauvais quart d'heure, le plus long de tous ceux que tu as vécu. Fini les épaules de malheur, le poids qui les habitait est disparu. Et tu sais, comme moi, que je t'aime, et je n'ai qu'une chose à te dire. Ne te laisse pas tomber.
paquet frisbee et marmelade. Manifestement, il nous en faut si peu pour être inconsolable. Malheureusement, mais tu sais, la vie n'est pas que frisbee et marmelade. Comme moi, la vie n'est pas que frisbee et marmelade. Que je t'aime, la vie n'est pas que frisbee et marmelade. Oui, je t'aime, la vie n'est pas que frisbee et marmelade. C'était Thierry Larose, Frisbee et Marmelade. Vous êtes bien dans Golf Volant, on est dans l'émission consacrée à l'Ultimate. Alors Simon, juste avant, nous a parlé de l'arbitrage. Et donc, on va parler avec vous, Rémi et Marion, de cette spécificité de l'Ultimate qui consiste à s'auto-arbitrer. À s'auto-arbitrer. Ouais. Quelle drôle d'idée. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Alors voilà, justement. Comment. Alors, moi, je me questionnais un peu sur. Oui, si ça fonctionnait toujours bien, s'il y avait, je sais pas, s'il y avait des trucs qui se. Il y a forcément il y a forcément des tensions parfois, mais quand même globalement, les conflits sont réglés très rapidement et ça concerne vraiment les deux personnes qui sont entrées en contact, par exemple. Il y a que ces deux personnes-là qui peuvent intervenir. Ouais. Okay. Une dimension qui est intéressante, c'est que souvent on voit ça de l'extérieur, on dit il y a pas d'arbitre. Et nous, on préfère, enfin en tout cas nous quand on l'introduit, on dit en fait il y a 14 arbitres sur le terrain. En fait tout le monde est arbitre, tout le monde se doit de connaître le règlement et de juger lui-même s'il y a faute, pas faute, appeler la faute. Mais il y a de l'arbitrage quand même. Ouais, exactement. Il y a un règlement et on discute. Et donc il n'y a que les deux. Alors par exemple si une personne sort avec le frisbee, on n'est pas sûr qu'il soit sorti de la zone. Oui. Là il n'y a que lui et son adversaire. En fait il y a celui qui appellerait, qui dirait je pense que tu es sorti. Ouais. Donc lui, il appelle une faute, entre guillemets. Et puis il se met à discuter avec la personne, comme disait Marion, les deux impliqués dans celui qui appelle la faute et celui qui fait la faute. Et ils résolvent ça à deux. Ils ont le droit de prendre l'avis d'extérieur, mais c'est à leur initiative. C'est pas chacun vient mettre sa graine comme on peut voir au foot où les joueurs automatiquement un cercle d'honneur autour de l'arbitre. On n'a pas ça. Et on ne bouge plus. Quand une faute est appelée, on n'a plus le droit de bouger sur le terrain. Donc chacun reste à sa place. Okay. Ah oui. L'idée étant que derrière, on va reprendre où ça en était au moment de la faute. Donc si on se met à aller boire un coup, ça marche plus. Alors imaginons, justement, il y a comme ça un point de litige. Tu es sorti. Non, je ne suis pas sorti. Justement, comment est-ce que ça peut s'argumenter, ce genre de choses? Est-ce qu'on essaie de trouver aussi une sorte de décision un peu équilibrée? On a droit de contester la faute si on n'est pas d'accord. Donc à partir de ce moment-là, on revient à la passe. Ah oui, ok. Mais on essaye quand même d'être juste. Et donc, si on conteste, à la fin du match, on reprend un peu les fautes qui ont eu lieu, tous ensemble, avec les deux équipes. Et on est noté aussi sur notre fair play, justement, à la fin des matchs. Donc dans les compétitions, il y a aussi une note, mais qui participe justement au classement final, ou je sais, ou non, c'est plus ça. En fait, tu as deux classements à la fin, tu as le classement sportif et tu as le classement donc on appelle ça état d'esprit, mais ça prend en compte connaissance du règlement, application du règlement, écoute de l'adversaire, etc. Il faut un juge pour statuer sur le fair play, non? Nous sommes les juges. À la fin du match, en fait, tu vas noter l'équipe adverse. Tu as différentes, 5 items et tu vas noter comment il y a 14 comment ça s'est passé pendant le match. Ouais, exactement. Ça paraît être une autre planète quand même. Mais il y a tout un. Alors je sais pas justement sur ces manières de finir la fin. Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Je sais pas. On fait une ronde. Les deux équipes font une ronde et le capitaine de chaque équipe parle. Et donc discute justement des différents contacts qu'il y a pu avoir, des différentes fautes. Vous avez déjà été dans ce rôle-là, l'un et l'autre? Ouais. Moi, je suis pas capitaine. Non. Alors, du coup, je vais plutôt m'adresser à Rémi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se dire, alors, qu'est-ce que je vais dire à la fin? Parce que quand même, j'ai un petit... c'est ça. Il peut y avoir un truc que ça tourne en truc mielleux, genre bravo, vous avez bien joué, puis on se dit pas trop les choses. Et après, ça peut arriver. C'est avec des personnes qui n'oseraient pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, il y a vraiment ça qui n'a pas été pendant le match. Faut vraiment faire attention, il y a eu beaucoup trop de contacts. Est-ce que ça venait t'empêcher un peu de jouer, de penser à cette fin de... Non, moi personnellement pendant le match, non, ça va. Non, ok. Tu vis vraiment ton match et
Oui, c'est tenir, en général, c'est ceux qui sont plus à l'aise qui vont parler à la fin du match. Donc, Est-ce que vous avez déjà été concerné par une décision qui n'allait pas dans votre sens et qui vous a amené beaucoup de frustration? Comment on gère ça? Par exemple, on est à 1 minute de la fin du match, on était sur l'action de la victoire et puis on me fait annuler mon action parce que je suis sorti. Comment on gère ça? Je sais pas, ça doit pas être évident quand même. Il y a un truc qu'on appelle un peu, on appelle ça un peu l'ego call. Donc un call, c'est quand j'appelle une faute. Et il y a l'ego call. Genre, je me suis fait avoir, ça me saoule, j'en prends un peu pour mon ego. Ego call, je dis qu'il y a faute, en vrai, peut-être pas faute. Et t'as raison, ça arrive plus souvent en fin de match. Voilà. Après, on le sait qu'il y a plus tendance à ce que ça arrive en fin de match, mais comme expliquait Marion, on revient à la passe d'avant. On dit, je suis pas d'accord avec toi, on revient à la passe d'avant, et puis ça enchaîne. Ça peut nous désavantager quand même. Quand on débute, on a beaucoup de mal à appeler les fautes parce que on connaît pas bien les règles ou on se rend pas bien compte qu'il y a vraiment faute. Donc on nous dit, mais t'aurais dû appeler. Et ça aurait pu changer aussi le point. Oui, on a peur un peu d'appeler au départ, comparé aux joueurs plus. On n'ose pas s'affirmer, de dire tu m'as fait faute. C'est dur de s'affirmer et de dire à l'autre tu m'as fait faute alors que lui joue depuis 15 ans. Alors, moi j'avais vu un extrait sur les World Games où il y avait un match et il y avait quand même des assistants, je crois, sur le bord. Ouais. En fait, il y a sur les compétitions internationales, ils ont rajouté, ils appellent ça des observeurs. Donc c'est pas des arbitres, c'est-à-dire que la décision reste propriété des joueurs, mais ils peuvent demander l'avis de l'observeur. Ils peuvent dire on n'est pas d'accord, ils appellent l'observeur, ils disent qu'est-ce que vous avez vu de l'extérieur. Et l'observeur donne son avis. En général, on écoute l'observeur. Si on dit qu'on n'est pas d'accord, on dit on va écouter l'observeur et on se rattache à ce qu'il nous dit. Ça ressemble à un arbitre. Ça ressemble à un arbitre, ouais. Mais ça reste à l'initiative des joueurs. Mais t'as raison, c'est vrai. Oui, mais c'est pas la même démarche quand même. Non, c'est pas la même démarche. C'est ça, c'est... La hiérarchie des normes n'est pas la même. C'est vachement dans la théorie, là. T'as bossé, toi. J'ai du mal à m'en sortir. Bien, on finira un petit peu de discuter de tout ça un peu plus tard. On va se faire un petit conseil Q. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil Q culturel. Le conseil Q. Alors vous commencez à me connaître, autant Jérôme c'est la BD, son dada, que moi c'est plutôt le cinéma ou les séries. Et je dois le reconnaître, il m'a été difficile de coller au thème d'aujourd'hui pour ce conseil Q. Car en fait, Marion et Rémi, vous me direz si je me trompe, le cinéma ne nous a pas encore offert de grands films sur le frisbee, à l'image d'un Rasta Rocket pour le bobsleigh ou d'un Point Break sur le surf. C'est pareil côté série, rien de comparable à Ted Lasso pour le foot ou à Extrême Limite pour les sports extrêmes. Même si... Il est obsédé par Extrême Limite. Exactement, par Astrid Veillon. Même s'il faut reconnaître que le frisbee est un peu la toile de fond de la série pour ados de Disney+, Andy, dans laquelle une adolescente est amoureuse du très populaire capitaine de l'équipe d'Ultimate du collège. D'autant plus quand celui-ci lui demande de rejoindre l'équipe et lui propose des cours du soir. Listen, you're good at this. I am? Come on, check it out. We got practice tomorrow after school. You like this. I know you do. I do. I like you. I like it, frisbee. Yeah, just delete what I said before. Dans Andy, le frisbee est donc un objet de séduction. C'est aussi le cas dans le film Le Tao de Steve, dans lequel des étudiants qui passent leur temps à jouer au disque golf ont élaboré une théorie pour séduire les filles à la fac. Une méthode et un ensemble de règles inspirées de grands penseurs comme Lao Tzu, Heidegger et Marx, qui garantissent de nombreuses conquêtes féminines, et même avec un physique ingrat. Et parmi ces règles taoïstes, la deuxième stipule « Soyez excellents en leur présence, montrez aux femmes un domaine dans lequel vous excellez, même s'il s'agit juste de lancer un frisbee. » Bon, sinon sans surprise, le frisbee dans le cinéma est bien souvent réduit au simple jeu de plage. Mais attention, accessoire de plage qui peut aussi s'avérer servir d'arme, comme dans le formidable film d'Eric et Ramsey, 00. Il faut la sauver. Aïe aïe. C'est pas moi. Qui c'est qui va jouer au frisbee avec moi maintenant? Le frisbee est aussi l'élément clé d'une scène... cinéphile. C'est pas fini, tu vois. Le frisbee est aussi l'élément clé d'une scène d'anthologie d'un des meilleurs navets que le cinéma américain ait pu pondre, Piège mortel à Hawaï, d'Andy Sidaris, sorti en 87. Dans cette scène, le héros interrompt une partie de frisbee sur la plage entre le méchant et une bimbo en bikini, à qui il demande de partir. À ta place, j'irai faire un tour. Ça va pas? T'as compris? Allez, du balai. Allez, file. Donc oui, là il vient littéralement de parler à la nana comme à un chien et de lui lancer le frisbee loin pour qu'elle court après.
Mais peut-être qu'il regrette son comportement parce que, en la regardant partir... Hey Colline, tu sais que t'as un beau cul? Et toi aussi, mon vieux. Bon, maintenant que la bimbo relou est partie, la partie de frisbee entre le gentil et le méchant peut commencer. T'as pas l'air très balèze. Ah ouais, on va voir si t'attrapes ça. Mais le gentil est rusé comme un renard et il remplace discrètement le frisbee par sa copie conforme, mais au contour tranchant comme la lame d'une épée. Hey, allez, lance. Ça, c'est pour le meurtre des 2 flics. Bon, trêve de plaisanterie, il y a quand même de belles scènes dans de bons films où le frisbee joue un rôle important. Et coïncidence ou non, notamment dans 2 films qui parlent de fantômes. Le très réussi Jamie Mark is Dead de Carter Smith en 2014, avec une scène dans laquelle un lycéen joue au frisbee dans la neige avec le fantôme d'un camarade de classe mystérieusement disparu. Et aussi dans un bon film d'épouvante de 82, Don't Go to Sleep, un enfant de lumière en français, avec une séquence de frisbee entre frères et sœurs d'une intensité remarquable qui causera la mort du garçon. Et puis je vous épargnerai les films qui font référence au frisbee dog, cette tradition de lancer de frisbee à un chien, très ancrée aux États-Unis, où il en existe même des compétitions, comme dans le classique de science-fiction de 86, Le vol du navigateur de Randall Kleiser. Un lancer tout en douceur. Oui, très bien rattrapé. Allez, va chercher, Bruiser. Va le chercher. Hop, allez. Saute, Bruiser. Oh, quel feignant alors. Je vais t'entraîner, moi, tu vas voir. Et même le célèbre mouton du film d'animation Shaun le mouton joue au frisbee au milieu du troupeau avec le chien de son propriétaire. Bon, et puisqu'on parle d'animation, c'est justement pour moi le moment de vous proposer mon vrai conseil culturel du jour, à savoir une petite pépite que nous offre Arte. Ça s'appelle Athleticus, une série d'animation en 3D, très impressionnante de réalisme, fondée sur les mouvements réels des animaux sauvages. Le concept est simple. Dans des épisodes de 2 minutes, on voit des animaux sauvages pratiquer un sport. Chaque épisode de la série est centré sur une discipline choisie parmi tous les sports pratiqués partout dans le monde. Les animaux sauvages réagissent en situation selon leur personnalité et les particularités de leur anatomie. La saison 1 est consacrée à l'athlétisme et au sport co, et je vous conseille vivement l'épisode du 100 mètres avec la girafe qui essaye de s'agenouiller pour prendre le départ, ou encore le match de foot épique entre éléphants et autruches. La saison 2 est centrée sur les sports d'hiver, et la saison 3, la dernière en date, s'intéresse aux sports urbains, et notamment au frisbee, dans un épisode où un kangourou et une autruche tentent de fuir des macareux moines policiers municipaux dans une folle partie de frisbee en ville. Le réalisateur Nicolas Deveau a été primé dans le monde entier pour ses courts-métrages d'animation en 3D. Et là, avec cette série, il conjugue son talent avec sa passion pour le règne animal. Il a étudié de près l'anatomie, l'attitude et les mouvements de tous les animaux, et il applique ses connaissances à la pratique sportive. Ça donne plein de petits bijoux d'animation, d'humour absurde et de poésie, le tout avec une vraie dimension naturaliste. Il y a également un très beau livre du même nom aux éditions Granovski et Arte, avec des arrêts sur image et des croquis préparatoires, accompagnés de textes de Joy Raffin qui accompagnent chaque épisode. Par exemple, à côté de l'hippopotame, la gueule pleine de balles de tennis puisqu'il n'a pas de poche, Joy Raffin écrit ceci. S'il avait pu, John McEnroe aurait lui aussi mis les balles dans sa bouche, qu'il avait toujours grande ouverte, de façon à troubler ou rouler ses adversaires. Mais McEnroe n'est pas un hippopotame, et ses colères étaient bien plus mémorables que celles du mammifère, pourtant réputé pour son agressivité et son mauvais caractère. Voilà, ça s'appelle donc Athleticus, et tous les épisodes de la série, notamment celui sur le frisbee, sont disponibles en replay sur arte.tv. Merci Mathieu pour ce conseil Q et très très grande connaissance du cinéma. T'as vu ça, vraiment dans les moindres recours du cinéma. Mathieu elle est plongée. Bref. Bien, alors on va revenir donc sur l'Ultimate avec vous. Voilà, moi ce qui me questionnait sur ces sports un peu plus, on va dire, confidentiels, il doit y avoir une atmosphère particulière entre vos équipes. Je ne sais pas si vous pouvez nous décrire un peu un week-end de compétition, comment ça se passe. On aimerait bien connaître un peu l'envers du décor. Déjà, il y a une différence entre le championnat et les tournois. Ouais. Bon, en championnat, c'est un peu plus sérieux. Donc, après, on y va, on rencontre les équipes. Et c'est vrai qu'on se connaît un peu tous, donc c'est plutôt une bonne ambiance. Donc, ce sont les équipes. Vous ne vous retrouvez jamais en affrontement juste 2 équipes ?
Non, on part un week-end. Ouais. On part tout le week-end, du samedi midi jusqu'au dimanche après-midi. Donc on dort sur place. Ouais. Et on se rencontre, on fait vraiment tous les matchs de la première phase sur un week-end. Ça fait 5 matchs environ dans le week-end. Et l'avantage, c'est qu'on a la soirée sur place, donc en général, c'est plutôt sympa. On boit des coups. Alors après, moi, je joue en régional, donc en national, c'est souvent un peu plus sérieux. Ils boivent un peu moins le samedi soir, mais c'est vrai que chez nous, en régional, c'est plutôt festif, quoi. Oui, tu me disais, on passe un bon week-end. Tu me disais en off que c'était ta motivation première. Bien sûr. Fais pas de l'ultimate pour rien non plus. Le réconfort avant le sport. C'est ça. Bon, à 9h, faut être sur le terrain le lendemain, donc des fois, ça pique un peu, mais... Alors justement, sportivement, quand on fait plusieurs matchs comme ça, est-ce que c'est des week-ends qui sont éprouvants au niveau physique ou... Ouais, en général, quand tu pars sur un week-end comme ça, tu joues 4 matchs, soit d'une heure, soit d'une heure et demie chacun. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et on a quoi ? On a 2 week-ends dans l'année, 3 week-ends dans l'année. Ouais, ça de dépend. Championnat, donc comme tu disais. Ouais. Pour la partie ça dépend fédérale. Combien de championnats on fait, mais ouais. Et effectivement, les tournois, quand les soirées sont longues et qu'on dort pas beaucoup, le dimanche est dur aussi. Ça se ressent sur la qualité de jeu le lendemain. Et on connaît tous dans les équipes ceux qui seront pas là le dimanche matin. Voilà, le premier match du dimanche, on sait que il y a des joueurs et joueuses qui ont leur répute, quoi. Oui. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que sur les tournois, on dort vraiment sur le terrain. Enfin, on dort à côté du terrain. Du coup, on fait la fête et on dort à côté, donc il n'y a pas de... Justement, est-ce qu'il y a un protocole un peu de réception où on organise un peu une bouffe sympa? Ce qu'il y a souvent, c'est que les organisateurs de tournois, donc c'est les clubs qui choisissent d'organiser leur tournoi, et souvent ils proposent une soirée. Donc tu as la soirée sur le terrain ou pas loin, accessible à pied en tout cas, et régulièrement tu as un camping à côté, donc vraiment tu te gares le vendredi soir, on appelle ça une welcome, le vendredi soir, il y en a qui font une soirée dès le vendredi soir, le match commence le samedi et voilà. Jusqu'au dimanche. Et du coup, pas besoin de voiture, donc tu es libre. Ok. Et on repart le dimanche soir. Ouais. Bien, on se posait la question un peu trivialement de la tenue. Alors, Mr Freeze, vous avez des maillots qui sont de toute beauté. C'est un peu... Voilà, en venant d'autres sports co, l'Ultimate, c'est plus... comment dire... En fait, si on parle de tenue, pour les maillots, tu as plusieurs types de personnalisation des maillots. Il y a du flocage, ce qu'on voit au foot souvent, c'est le flocage. Et à Ultimate, c'est beaucoup de la sublimation. Donc, en fait, c'est... les couleurs, elles sont dans le tissu. Et donc, tu peux dessiner ce que tu veux, autant de couleurs que tu veux, les graphismes que tu veux. Et du coup, en général, les équipes, c'est assez coloré. Ouais. Tu as des maillots en forme de Hulk. Voilà, nous, on a un flocon de neige en plein milieu de notre maillot, devant, derrière. Voilà. J'ai parcouru un peu le net, il y a de beaux maillots. Ouais, c'est ça. C'est plus coloré. Nous, on a notre planète. Vous avez, oui, alors, à Aradon, c'est UFO Aradon. Voilà, Ultimate Flying Object. Ouais. Donc on est plus... Ok, plus tourné vers l'espace. Quoi. Ouais, carrément, quoi. Directement les étoiles. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. On va peut-être parler un peu plus du jeu. Simon avait envie de parler du jeu. Mais oui, est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous êtes spécialisé dans le... Est-ce que vous prenez plus de plaisir à défendre, à attaquer, à faire des sprints, à embêter l'adversaire? Je sais pas. Il y en a qui vont être très bons dans les lancers, par exemple, donc ils vont être, on va appeler ça des handlers. Et puis, moi, je sais que je suis middle, j'aime bien courir, donc je cours un peu partout sur le terrain, même si j'attrape pas le frisbee. Voilà. Et j'essaye d'avoir le frisbee. Pour te démarquer, pour disperser l'adversaire aussi. Quoi. Ouais, il y a des profils de joueurs un peu avec des spécialités, des choses. Il y a une histoire de faux appels, j'imagine, qu'il faut être plusieurs à lancer des appels pour... souvent, même toi, individuellement, en fait, tu vas pas réussir sur un appel, tu n'y arriveras pas, parce que le défenseur, il va te suivre au premier appel. Donc, tu vas être obligé de faire un appel. Tu as entendu parler de cut contre cut, on est là, c'est ça. Donc il faut que tu fasses quelque chose crédible pour que ton défenseur te suive. Et après, tu vas dans l'autre sens ou tu pars ailleurs. Et souvent, en général, partir tout droit, première intention, ça marche pas. Est-ce que, comme au football américain, vous préparez des attaques? Oui, carrément. On a des schémas de jeu, on a des plays, c'est ça. Où tu dis, toi tu vas là, toi tu vas là. Mais il y a des codes, genre des mots que on fait le 23. Ouais, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça... Le plus dur, c'est de pas les oublier quand on appelle ça sur la ligne. Merde, c'est quoi le 23 déjà? T'as fait 32. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça peut... justement, ces plays-là, ça peut s'adapter
par rapport à tes joueurs. Tu sais que tu as un joueur qui est très bon quand le frisbee il est en l'air et il saute très haut, il est très bon en duel aérien, donc tu dis va loin au fond et on va te lancer un truc en l'air. Ouais, ou à l'inverse, tu as des défenseurs super forts, tu dis bon bah faut pas qu'on fasse ça, on va faire un autre play. Et du coup, là tu rentres vraiment dans la dimension stratégique de on a des schémas et après on adapte avec nos joueurs, avec les joueurs adverses, etc. Ouais, moi j'ai trouvé dès le premier entraînement débutant auquel j'ai participé là qu'il y avait une dimension tactique. Directement très importante. C'est-à-dire on se pointe pas sur le terrain, on va demander le frisbee à certains endroits, c'est que tout de suite il faut mettre quelque chose en place tactiquement. En fait c'est ça, c'est le premier truc que vous avez déjà vu en venant à une séance, c'est qu'en termes d'organisation, en défense, on peut pas, ce serait trop dur de dire chacun se débrouille et fait comme il peut au mieux, donc on a le défenseur sur le porteur du disque a un rôle et tous les autres ont un rôle un peu différent. Du coup c'est de ça dont tu parles. Ouais, bah j'ai l'impression qu'on m'a déjà dit pas mal de choses rien qu'en un entraînement. C'est ça. Simon, tu voulais rajouter quelque chose? J'avais l'impression. Non. Est-ce qu'on fait un match entier? Est-ce qu'on sort souvent? Est-ce qu'on fatigue vite? Je sais pas, comment ça se passe? L'avantage, c'est qu'on a donc pas un nombre de remplaçants limité, donc on sort dès qu'on est un peu cramé, quoi. C'est pas limité le nombre de remplaçants, on peut arriver à 42 et ça tourne dans tous les sens. Oui. Ouais. Et tu peux re-rentrer une fois que t'es sorti. Et tu peux re-rentrer quand t'es sorti. Ouais. Grosso modo, à haut niveau, les équipes de plus haut niveau, les équipes nationales qui font les compétitions internationales, en gros, ils y vont à 21 et c'est 7 sur le terrain. Donc tu as 3 rotations. Ah oui, ok. Et voilà, ça te permet vraiment de dire, sur le tiers du match où je vais être sur le terrain, je me donne à fond, je me crame et de toute façon, j'ai le temps de me reposer après. Ouais. C'est vraiment très intense quand on est sur le terrain. Okay. Très fractionné. Ça peut être que 20 minutes d'effort, quoi. Au global, au total, si tu cumules tout, mais en général, ça va être des points de 1 ou 2 minutes où tu essayes de tout donner et après tu sors. Tu sais que tu as cette liberté-là. Et après, à plus bas niveau, on est moins donc forcément, on est un peu plus longtemps sur le terrain. Mais... Ah oui, on est moins fort et on est moins. C'est plus dur. Peut-être qu'on court moins vite aussi. C'est galère. C'est ça. Moi, c'est le même investissement. Tout va peut-être un peu moins vite. C'est clair. Et on gagne un match en 2 points, en 40 points, c'est quoi? Est-ce qu'on est plus sur des scores de foot ou de rugby ou de basket? Ou c'est un temps? Souvent c'est 13 points en extérieur. Comme à la pétanque. Pardon. Autre sport sans arbitre. C'est le seul parallèle. Sans arbitre. Et après, on a un temps limité, mais en fait, ça dépend des championnats. C'est pas toujours le même temps. Ouais, typiquement en France, il y a entre la régionale, c'est 1 heure les matchs, et quand on arrive en National 2, National 1, c'est 1h30. Ok. Ouais. Et en fait, la spécificité de l'Ultimate, une autre, c'est que la fin du match, c'est soit un score, soit un temps. Donc si on a une équipe qui marque 15 points, on s'arrête. Ou bien c'est 1h30. D'accord. Voilà. Ok, ça peut être les deux. Ouais, c'est ça. Et comme on aime bien ça, quand on arrive au bout d'1h30, on dit il y a l'histoire du cap, voilà, parlons-en. Il y a 13, je sais pas, disons il y a 13-10. Et on dit le premier cap plus 1, donc le premier à 14. Le score le plus grand plus 1. Donc tu peux jouer 1h30 et jouer encore 40 minutes si le cap est très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de vent, parce que plein de choses. Voilà. Ok, donc mais ça peut durer indéfiniment en fait. Oui, exactement. Ça peut être très long. Cap 123, ouais. Ok, d'accord. Eh ben, on va stopper là. Merci parce que là on a fait un petit tour d'horizon de tout ça. Ça a l'air très sympa tout ça. Ouais, ça donne envie. Et d'ailleurs, je crois que Julien il a testé l'Ultimate pour notre 3e mi-temps. Eh oui, moi aussi, j'ai essayé l'Ultimate et je dois dire que je crois qu'il y a eu quand même un petit malentendu. J'ai petit quiproquo, rien du tout. Petit équivoque qui m'a coûté une luxation, 2 phalanges, 3 dents et une petite commotion cérébrale. Ah oui, on pourra toujours dire que j'avais quand même mieux lire les messages du coach, qu'il y avait même des docs envoyés à lire en avance pour préparer les questions à nos invités, blablabla, quand on ne sait pas, on demande. Et de me rendre compte que j'ai fait tout ça pour rien. Ça me met légèrement en furax. Et si j'avais pas la mâchoire prête à se décrocher, je pense que je gueulerais un bon coup là, sur l'équipe. J'ai encore la gencive qui... Waouh. Et bonjour, ça va vous? Oh oui, la radio, putain, les trous.
Depuis que j'ai essayé l'Ultimate, j'ai des trous comme ça, c'est fréquent. Je me suis dit que le plus simple pour cette émission, c'était de se faire une chronique sans trop se prendre la tête, participer à un entraînement, à un match, raconter son expérience. Pas trop compliqué comme job. Hein. Là, je me dis que j'aurais mieux fait de faire une histoire drôle et de faire ça à la dernière minute surtout. J'aurais pu comprendre un peu mieux ce qui se passait là. Si j'avais procrastiné, je me serais rendu compte de mon erreur en lisant les messages des copains. Mais là, vu que j'ai préparé ma chronique en avance, j'ai rien suivi. Et j'en paye le prix fort. Première fois que j'ai entendu parler Ultimate, sport récent, nouvelle valeur mise en avant, premier lien sur DuckDuckGo, je suis tombé sur lui, Benoît à Saint-Denis. Alors je l'ai contacté, je lui ai demandé de le suivre un peu dans son entraînement d'Ultimate. Et déjà, juste là, j'ai commencé à en chier. Celui-là, ouais, il pique pas mal, il est vachement intéressant. Et il échauffe bien le corps pour la suite. Le deuxième, pour finir d'échauffer. On monte un petit peu. On monte un petit peu. Je connais pas ta max en strict press. On va faire un 3RM, c'est ça? Alors, en jeté force, donc ce qui permet quand même de soulever beaucoup plus lourd que le strict press. Ouais. Juste pour avoir un ordre d'idée pour l'échauffement, là, 5 reps, ça devrait être facile pour toi. À peu près à 40, oui, ouais. C'est bon. Ouais. Pour pouvoir s'échauffer, mais quand même commencer à mettre un tout petit peu de poids. Donc là, on va passer sur 5 reps en strict et 2 reps en push press. Super. Quoi? Non, pas super. Pas super. Déjà, j'ai rien compris. Et en plus, quand je le vois faire, ça donne pas du tout envie. Mais bon, j'ai fait ça comme lui pour Goal Volant, j'étais prêt à tout. Ensuite, en discutant avec lui, j'ai commencé à avoir mes premiers doutes. Son petit nom sur scène, c'est The God of War. Ancien membre des forces spéciales, il me parlait d'événements ou du nom d'Invictus, Bellator. Alors pour les non-latinistes, ça veut dire invincible, invulnérable et combattant guerrier, respectivement. J'aurais dû me dire qu'il y avait anguille sous quadriceps là. Nouvelle année, nouvelle résolution, mais là quand même pour Goal Volant, ça faisait un peu loin de notre champ d'action habituel. Sport et société, d'accord. Et là on est plutôt dans sport et ouf taré ou sport et décérébré. Putain. Une cage, du sang partout par terre, ça a comme des relents de gladiateurs. Déjà au fait, vous saviez qu'à l'origine les gladiateurs étaient utilisés lors de rites funéraires. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Max Bird qui le dit avec Nota Bene. Si. Pour des enterrements de personnalités importantes, on faisait appel à des gladiateurs pour divertir. Ça a plu. En 100 ans, ça n'avait plus rien à voir avec un enterrement, c'était stade géant, 50 000 personnes, pom-pom girl, la totale. Et on se dit naturellement, les gars qui vont se taper dessus dans l'arène, ils sont obligés. Ce sont soit des prisonniers de guerre, soit des esclaves qu'on a forcés, enfin des condamnés à mort. Eh ben non, pas tous. Certains gladiateurs étaient des hommes libres qui avaient choisi de devenir gladiateurs. Et c'était pas un ou deux tordus de temps en temps. Hein. Certains historiens estiment qu'un combattant sur 3 était volontaire. Mais pourquoi, me direz-vous? Ben parce que ça paye très bien, gladiateur. Eh oui, ça paye aussi super bien l'Ultimate. On a affaire à un prize money d'$1 million par catégorie lors d'une compétition Bellator. C'est la deuxième plus grande organisation d'arts martiaux mixtes. Là, tu vois, c'est explicite ça comme nom. Donc, deuxième orga, le Bellator, derrière l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC que choisir. Non, sérieux. Alors, moi, $1 million pour notre assaut, ça aurait été cool quand même si je gagnais. On va pas se cacher, j'ai pas tenu longtemps. Premier round, bon, quand même, quoi. Alors oui, chers amis, avant de se lancer dans le travail comme une bête de somme, prenez le temps de bien lire l'énoncé. Attendez surtout le dernier moment pour bosser. Et nous, là, autour de la table, faut qu'on arrête de se la péter. C'était une émission sur le disque volant, le discoplane. Ultimate, mon cul. C'est pas grave de dire comme ça, disque volant, je fais du disque volant. Moi, j'ai l'air de quoi maintenant avec ma gueule là? Bah, allez, juste pour le plaisir, on se la réécoute, non? Celui-là, ouais, il pique pas mal, il est vachement intéressant. Et il échauffe bien le corps pour la suite. Le deuxième, pour finir d'échauffer. On monte un petit peu. On monte un petit peu. Je connais pas ta max en strict press. On va faire un 3RM, c'est ça? Alors, en jeté force, donc ce qui permet quand même de soulever beaucoup plus lourd que le strict press. Ouais. Juste pour avoir un ordre d'idée pour l'échauffement, là, 5 reps, ça devrait être facile pour toi. À peu près à 40, oui, ouais. C'est bon. Ouais. Pour pouvoir s'échauffer, mais quand même commencer à mettre un tout petit peu de poids. Donc là, on va passer sur 5 reps en strict et 2 reps en push press. Super. Push press. Merci Julien, c'est dommage, t'as trop anticipé quoi. Pour une fois, ouais. Ça m'apprendra. Bah ouais. Bien, bon, on va conclure cette émission. Est-ce qu'on peut avoir juste des petites infos pratiques, un petit rappel si on veut commencer l'Ultimate dans la région de Rennes? Où est-ce qu'on se pointe? À Rennes, donc à la terrain de la mode Brulon, à 20h. Avec des crampons, des chaussures de sport. Ouais, crampons plutôt le mercredi, c'est ça? Le mercredi soir. Ok, session débutant. Et du côté d'Aradon? Eh ben, vous pouvez venir le mardi à 19h30 sur le terrain de sport d'Aradon. Ok. Il n'y en a pas 10 000. Ouais. Vous allez trouver facilement. Voilà. Merci à vous deux d'être venus nous parler de l'Ultimate. Merci beaucoup. Merci à tout le monde ici. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Goal Volant. Garde le rythme, on remue son cul pas mal.
Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Hop là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.